Personnel. On a beaucoup parlé avec Sherry de ce que je pouvais traiter comme thématique aujourd'hui et puis, on a convenu que je vous lirais un extrait, de ce livre qui vient de paraître sur la traduction littéraire. Alors voilà, le rayonnement d'une personne, il se fait par ses livres bien sûr, mais aussi par ses initiatives culturelles et ce que je vais lire a un rapport direct avec Sherry comme animatrice de la vie culturelle et aussi comme chercheuse qui éclaire notre manière de voir la traduction. Le chapitre dont je vais vous lire une partie, une poignée de métaphores, est paru dans une version beaucoup plus courte en 2013, justement dans un livre collectif dirigé par Sherry. Et le texte s'intitulait alors A Handful of Metaphors, What I Do When I Do Literary Translation. Et en fait, c'est grâce à cette invitation de Sherry et à d'autres qu'elle m'a lancé que j'ai vraiment commencé à écrire, sur, la traduction au lieu de simplement la pratiquer. Donc il y a 2 ou 3 ans, j'ai repris ce texte, je l'ai refait en français et j'ai ajouté beaucoup de nouvelles métaphores qui surgissaient de mon travail, en français. Je vais vous en lire quelques-unes et notamment, avant de commencer, j'attire votre attention sur 2 d'entre elles, peinture et ruche, parce que les 2 ont été ajoutés au dernier moment après, qu'on a traduit justement avec Paul Gagné, comme on vient de le dire, le dernier livre de Sherry. Alors, ce sont des tableaux de l'étude de Saint-Jérôme et de la tour de Babel que Sherry inclut dans son livre qui m'ont inspiré ces 2 sections du chapitre. Alors, j'aime penser que le livre de Sherry est un peu enchâssé dans le mien. Une autre chose que Sherry fait très bien, c'est, faire des liens entre les gens et elle m'a mise aussi en contact à ce moment-là avec Jean Delisle qui a partagé avec moi d'autres images de Saint-Jérôme. J'ai perdu beaucoup de temps très agréablement à regarder ces images. Et en somme donc, l'un des nombreux talents de Sherry que je voudrais souligner est de faire bourdonner les idées et les images, d'où la métaphore de la ruche de Babel. Alors, voici ma façon de dire comment les idées entraînent les images et vice-versa, comment ce qu'on écrit est un mélange de voix et de musique et d'images, des images qu'on invente, mais aussi qui nous viennent d'ailleurs. Alors, Sherry, tu es un peu dans ce livre et je t'en remercie. Alors voilà, heu, innombrables sont les métaphores négatives de la traduction, inventées et colportées par une armée d'esprits chagrins. Comme elles ont déjà trop circulé, je les passerai sous silence. Je ferai plutôt quelques métaphores qui illustrent la beauté de notre travail. Certaines sont de mon fait, d'autres existent depuis, longtemps. Toutes, elles sont vraies à la manière des métaphores, c'est-à-dire senties, profondes et incomplètes, puisqu'une nouvelle peut toujours surgir. Alors, voyage. Les traductrices sont d'abord des voyageuses, des world travelers et des word travelers, des exploratrices qui éclairent d'une lumière neuve des zones inconnues et qui ont pour mission de nous en révéler les splendeurs. Des passeuses ensuite. À défaut d'être nouvelle, la métaphore est profondément juste. Certains la critiquent parce qu'elle évoquerait le simple transport d'une marchandise ou d'une personne inchangée d'une rive à l'autre, d'où un rôle subalterne pour la traductrice. Moi, je la vois autrement. Tout passage transforme, refait à neuf. Parvenu de l'autre côté, comme Alice qui traverse le miroir ou Ulysse revenu du bout du monde, on est déjà différent. Une barque navigue entre 2 rives avec une traductrice à la proue, tel un charron qui nous conduit non pas vers le royaume des morts, mais vers la lumière, vers la seconde, la multiple vie, des textes. Au lieu de me poser pour de bon sur une rive ou sur une autre, je m'arrête sur l'une, j'y dépose mon œuvre traduite, transformée, pour repartir ailleurs. Je suis partout et nulle part. Je vais et je viens, je navette et l'œuvre que j'ai créée circulera à son tour, traversera des frontières, abordera de nouvelles rives. Voilà ma vie de traductrice, voilà le cadeau que je vous fais. Port, transport. Au risque de se déporter, de s'écarter de sa route, on porte, on transporte, on porte à travers quelque chose qui doit mourir comme le phénix pour renaître autre, pour arriver à bon port. Les mots de l'ancien texte disparaissent, d'autres naissent de ce voyage,
de ce mouvement de l'esprit et des mots. Transport, en français, signifie aussi vive émotion, ardeur, sentiment passionné. Transport de fureur, d'admiration, de joie, de reconnaissance. Transparence. Une métaphore fréquente est celle de la vitre, de la traductrice s'efforçant à la transparence pour tout laisser passer de l'original, comme le verre laisse passer la lumière. Un jour, pendant que je travaillais à ce livre, un merle a heurté ma fenêtre et est tombé raide mort sur le seuil de ma maison. Voilà qui a ébranlé ma foi en la métaphore de la transparence. Balance. J'aime cette image de Valérie Larbaud. Tout le travail de la traduction est une pesée de mots. Dans l'un des plateaux, nous déposons l'un après l'autre les mots de l'auteur et dans l'autre, nous essayons tour à tour un nombre indéterminé de mots appartenant à une langue dans laquelle nous traduisons cet auteur et nous attendrons l'instant où les plateaux seront en équilibre. Fin de la citation. Je vois immédiatement La femme à la balance, tableau de Vermeer qui représente justement une jeune femme à la grande coiffe blanche, la tête penchée d'un côté, songeuse, tenant une balance à deux plateaux. Les autres titres donnés à cette œuvre, La peseuse de perles et La peseuse d'or, évoquent aussi les trouvailles des écrivaines et des traductrices. La phrase de Larbaud dégage la même sérénité que le tableau. Il suffit d'un travail patient et minutieux pour que les deux plateaux trouvent l'équilibre. Dans le vrai monde, bien sûr, les difficultés abondent. Le poids des mots n'est pas établi officiellement. On en revient à la subjectivité de toute personne qui pense, pèse, soupèse et écrit. Et les correspondances en poids, en son, en sens, en chant sont loin d'être assurées. Malgré tout, la phrase de Larbaud exprime bellement l'idéal vers lequel nous tendons. Un équivalent qui ne serait ni plus léger, ni plus lourd que l'original. Peinture. Et ici, c'est la première référence plus directe au travail de Sherry. Je songe à un autre tableau, le Saint Jérôme dans son étude Giovanni de Paolo. Le futur saint patron de la traduction, figure récurrente de l'histoire de l'art, est assis devant un lutrin vertical muni de deux tablettes superposées. Sur celle du haut reposent deux livres ouverts côte à côte. Référence peut-être, du moins je me plais à le penser, aux originaux, hébreux pour l'Ancien Testament et grec pour le Nouveau. Sur celle du bas, à la hauteur des yeux, deux feuilles. Jérôme regarde le ciel et non les manuscrits, mais le stylet plane juste au-dessus des feuilles. En fait, puisqu'il brandit également un instrument servant à gravir les traits sur lesquels il posera les lettres, ses deux mains sont mobilisées dans les airs, presque à la manière de celle d'un chef d'orchestre ou encore d'un musicien, car le meuble me rappelle de manière tout anachronique, mais la métaphore se moque de la chronologie, un piano, instrument qui naîtra plus tard, le tableau étant du XVe siècle. En même temps, les images proches et superposées, le travail qui prend forme sur les pages de Jérôme, l'intensité de sa concentration, tout cela évoque pour moi la peinture d'après nature. On a affaire, quand on traduit, à une recréation et jamais à une plate copie. Le va-et-vient entre original et traduction, l'engagement actif des mains levées, suggère une performance qui engage autant le corps penché vers l'avant que l'esprit en éveil. Tendre, tendresse. La définition du grand Robert, ma Bible à moi, se lit ainsi. Traduire, faire que ce qui était énoncé dans une langue le soit dans une autre, en tendant à l'équivalence sémantique et expressive des deux énoncés. Plusieurs sens du verbe tendre résonnent ici. Tendre, c'est disposer en étendant, comme on tend des draps sur un lit, comme on déplie et déploie un texte pour en appréhender, en saisir chaque fibre, chaque maillon. On tend aussi des pièges. La langue d'origine, le texte de départ en tendent à ma compréhension et à ma créativité. Saurais-je rendre tel double sens, telle beauté ou telle horreur de l'original? Traductrice, je tends l'oreille, je tends la main, je tends tout mon corps dans un rapprochement unique. Traduire, c'est donc mon tendre vers. Expression à double sens. Ma traduction, mon doux poème d'amour à l'original, mon tendre vers,
pour lui sera toujours une approximation, une approche, un rapprochement, plutôt que la chose elle-même. Mais elle la touchera au plus près, au plus intime. Du moins, c'est mon rêve et mon horizon. On voit ici comment la langue nous mène par association, toujours ailleurs, nous ouvre des portes dans une langue, mais pas nécessairement dans une autre. Aucune expression anglaise ou espagnole, par exemple, ne recouvre ce double sens de tendre vers. Traduire, c'est aussi se perdre dans les spirales infinies du langage, des reflets et des réflexions, se laisser happer par les mots. Abîme. Tout au long du livre, je dis que traduire, c'est côtoyer l'abîme, c'est se tenir dans la brèche entre deux langues et deux cultures. Les traductrices connaissent le doute et la terreur qu'éveille la proximité de cet abîme, mais aussi l'allégresse qui vient de le frôler, le souffle court, l'esprit et l'essence en alerte. L'allégresse qu'on ressent à l'abolir, ne serait-ce que partiellement, le temps d'une phrase, d'un texte. Ruche, deuxième référence à Sherry. Traduire, c'est faire entendre un bruissement qui serait non seulement celui de la langue, comme le dit Roland Barthes, mais aussi le bruissement des langues en contact, le bruissement de la traduction. En pensant à la tour de Babel, qui fascine les artistes depuis des siècles, je vois apparaître dans ma tête une autre vision, la ruche de Babel. Une ruche est l'image même du mouvement, du bruissement, des idées et des langues qui essaiment. Chaque traductrice œuvre de son côté, mais j'aime imaginer l'ensemble de notre travail comme une pollination croisée, une effervescence, une activité dansante et heureuse. J'entends résonner en écho toutes les traductions, toutes les langues, toutes les mains sur le papier ou le clavier, le frôlement et le frottement des langues, les multiples voix bourdonnantes de l'immense et foisonnante ruche de Babel. Corps à corps. Un corps à corps, c'est un combat, mais pas entre moi et le texte à traduire. Je ne me bats pas contre lui, je me bats pour lui. C'est un combat contre mes propres limites, un combat avec la langue d'arrivée mené au nom du texte à traduire. Un appel à mobiliser toutes les dimensions de ma langue, de la langue, comme le fait toute écrivaine, avec comme couche supplémentaire de complexité la présence en arrière-plan de l'autre langue, d'une autre sensibilité, faite chair et corps par les mots. Un corps à corps, c'est une étreinte, une union. Traduire un texte, c'est épouser sa vision, épouser les courbes de son trajet, respirer quand il respire, se retourner quand il se retourne, danser avec lui. Et donc, ma dernière métaphore, danse, corde. Traduire, c'est une affaire d'adrénaline. Vivre sur la corde raide. On est là-haut, tout là-haut, sans filet, sans parachute. Personne n'est jamais passé par ici. Vous-même ne savez pas ce qui vous attend, sinon que vous risquez fort de tomber. Vous vous tenez là, sur la corde raide, vous vacillez légèrement, mais vous avancez. Cette silhouette que vous voyez loin devant, qui marche avec confiance, comme si elle était au sol, c'est peut-être l'autrice ou encore une projection de l'endroit où vous espérez bientôt vous trouver. Ni filet, ni parachute, disais-je, mais il y a le sol. L'original, c'est le sol, l'ancrage, la prise dont vous avez besoin. Vous le consultez, vous le relisez, vous vous y référez sans cesse, mais il ne faut pas vous y accrocher. Rien ne sert de regarder toujours vers le bas. Vous devez quitter l'original pour mieux revenir vers lui, vous envoler pour garantir sa nouvelle vie, le laisser derrière, mais l'incorporer à vos mots. L'original vous fournit un sol, mais pas un filet de sécurité. Il ne vous attrapera pas si vous tombez, il ne se réjouira pas non plus, il sera indifférent à votre échec. Traduire, c'est se trouver sur cette corde raide, ouvrir un nouveau chemin dans sa langue, regarder derrière et devant en même temps, se balancer au-dessus du vide. Mais on ne peut avancer à petits pas prudents. Non, sur cette corde raide, il faut s'ouvrir, il faut danser. Il n'y a pas de prix de prudence, il faut de l'audace. Il faut que ça danse. Un pied sur la corde, un pied dans les airs, on danse ou on tombe. Cette corde raide, cette danse, ce mouvement des yeux du sol vers les cimes représente pour moi l'essence de la traduction. Sa beauté, sa précarité,
son impossibilité, sa nécessité absolue. Merci.